Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue à Twilight sur CRTV News. Ce soir du 2 septembre 2020, nous parlons de la solidarité nationale face aux maladies alors que le gouvernement vient de signer une convention de partenariat avec une entreprise pour la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. En deuxième partie, si possible, nous parlerons d'Elections Cameroun et des échéances électorales à venir, 2 jours après la clôture de l'enregistrement des citoyens sur les listes électorales. Mais avant, je vous convie à une session d'information avec Abigail Forché. Good evening. Thank you so much. How do you do? How do you do? Thank you for your green color. Oh, thank you. So you say 5 million francs CFFR or some fake banknotes. So yeah, criminals holding this kind of issue. Yes. And the gang of counterfeiters plan to produce 12 million francs CFA for their different operators. The head of the police unit told reporters today in Yaoundé, police of the 4th Central Police District at Kunu have nabbed a gang of 6 in possession of 5 million francs CFA fake banknotes. The National Charter for Small and Medium-Sized Enterprises will soon go operational. A ceremony to present an advanced text took place this Wednesday under the auspices of the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises here in Yaoundé. Details with Beatrice Ngom. Project on the elaboration of a national charter for SMEs in Cameroon was launched in 2018 after it was observed that the small and medium-sized enterprises sector is key to the growth of the national economy, yet the sector is not properly organized. We will see precisely if everything that is already in the zero draft is in line with the expectations of SMEs, so that we put together the sound conditions for the successful contribution of SMEs in the development of our country. The Code of Conduct for SMEs will equally help minimize the risk and challenges in the sector. What are the rights and obligations of SMEs, and what incentives is the government going to provide to ensure that SMEs can continue growing? The guide for SMEs will as well provide them with a favorable environment for expansion. Thank you, Beatrice. Let's now talk education, where bookshops nationwide are carrying out back-to-school preparation. As the traditional peak month of August sees a calendar twist, September has now become the last month to buckle up. Though promotional offers have scaled up, journalist Larry Afande reports that effervescence is missing 1 month to resumption. Larry? After midday, and this is the first client, the available stock doesn't meet zealous customers. This year, we are just out for I'm out for formality. Just out to get some books, just some books that the children should be happy that they are going to go to school. But for their fees, I don't think that I personally will go ahead to pay the fees. No fewer than basic exercise books are obtained, but no attempt for textbooks yet. Turnout is lackadaisical. I'm not quite prepared yet. I'm not prepared yet. These shops have been running all year, and their deal hasn't been good. As the traditional peak month of August sees a calendar twist, September becomes the last month to buckle up. Even at that, the effervescence in bookshops is missing 1 month to resumption. Larry Afande reports in there. The event planning sector is gradually picking up after the relaxation of restriction measures due to the coronavirus. Indeed, the holidays and other festive events require close contact, something prohibited in the fight against the pandemic. The professionals of the event who had temporarily stopped work have resumed back to work and effectively. Laurel Bataea visited some of these agents and now put together the following report.
Business persons involved in Kertri, Inadeco, an animation of ceremonies in the central region of Cameroon, are gradually resuming their activities after a hold for sometimes due to the coronavirus pandemic. It is easy now, but for the beginning of the coronavirus, it was so difficult. Before there was days that I could not even work 1,000 or 500, but now there are days that I can make 10,000, 20 or 30. Measures put in place by the government to stop the spread of the coronavirus has made their job easier as they make more profit than before. So Cameroon food in promotion out of the country is a kind of competition we need to... Oh yes, Giselle. Sisters Ashley and Kelly are currently making Cameroon proud with their cooking skills in Australia. The duo are representing the country in an international cooking competition dubbed Food of Origin. As they impressed the judges in the first round of the competition last Monday, Kelly and Ashley are hoping to bring back home a cash prize of $100,000. Details with Annabella Tabby. Cameroon. 26-year-old Kelly and her sister, 28-year-old Ashley, came into the international competition dubbed Food of Origin to not only win but prove Cameroon is more than just a football nation. We forgot about the most important thing. Oh, tomatoes. Take it off, take it off. We forgot about the tomato stew for the jollof rice. Oh my God, no way. Despite the pressure, the Cameroonian sisters made their point clear as they impressed the renowned judges and master chefs with their first main course in the competition. Delicious, well-balanced. That chili sauce, you need to bottle that, you need to sell it. You're going to make money out of this. Cameroon? Yes, yes. Boom! The competition, which began on 30th August 2020 in Australia, is scheduled to run for 3 weeks. Australia, Cameroon, China, France, Greece, Italy, India, Lebanon, Venezuela and Vietnam are the 10 competing countries. The duo have since gained the admiration of the judges, their teammates and Cameroonians who have been showing their support on social media. The World Cup of Cooking, Plate of Origin, is an Australian competition cooking game show. Renowned chef Manu Fidel is the host of the series. Co-hosts include Chef Gary Mehigan and food critic Matt Preston are the judges for this competition. Quite interesting there. Good luck to the sisters Ashley and Kelly. We stay out of the country where the country Mali, the president who was ousted, Ibrahim Boubacar Keita, is currently receiving medical attention. More of the report with Gladys Asu. Keita was checked in late Tuesday at a private clinic, intensifying fears about the 75-year-old's health after being detained for 10 days by the junta now in power. He was ultimately released late last week and taken home where he has remained under military surveillance, but concerns had mounted on the former leader's state of health during his time in military custody in the barracks at Kati outside the capital, Bamako. Following his resignation on the evening of August 18, the international community decried his ouster and arrest by the military, while regional bloc ECOWAS called for his reinstatement. Keita, however, is believed to no longer be interested in staying in power. His present condition is not yet known, and it is unclear whether he would be evacuated abroad for medical treatment given the circumstances. And the story from Mali wraps up the 6 p.m. edition, where you've been in the company of myself, Joyce Abigail. I now leave you in the company of the beautiful Giselle. Oh, thank you so much. You're welcome. Thank you for coming on site. Mesdames, Messieurs, Twilight se poursuit après cette pause. Retrouvez toute l'actualité sur l'environnement. Apprenez les éco-gestes et la main verte dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CRTV News.
CRTV News, ici, toute l'info. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Solidarité nationale face aux maladies alors que le gouvernement vient de signer une convention de partenariat avec une entreprise pour la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle. Pour en parler avec moi sur ce plateau, j'ai M. Bissala. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à toi là. Vous connaissez le rituel? Oh oui, si. On se désinfecte les mains pendant qu'on... Voilà. Merci infiniment. Mesures barrières. D'accord. Il faut les respecter. Effectivement. Voilà. Vous êtes syndicaliste, mais vous faites partie du groupe technique national. Oui. En fait, c'est un terme pour parler du comité de mise en œuvre, de la couverture santé universelle. Vous êtes quand même au courant qu'il y a quelques troubles encore très très récents dans la région du Nord-Ouest? Oui, j'ai appris que, je ne sais pas si c'était hier ou bien ce matin. Ça ne va pas. Il y a encore des échauffourées entre nos frères du Nord-Ouest et notre armée. D'accord. Ouais. Alors, avec la complicité de la réalisation, je n'aurais peut-être pas parlé de ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, mais plutôt de ces femmes qui sont allées autour du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour se lamenter, pour se plaindre, pour revendiquer le retour de la paix face aux atrocités commises contre les femmes de cette partie du territoire, pas seulement dans le Nord-Ouest, mais aussi dans le Sud-Ouest. Vous savez qu'il y a aussi bien les leaders d'opinion, les leaders religieux, des femmes de tous bords qui se sont retrouvées autour du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille pour essayer de voir ce qu'il faut faire pour que cela s'arrête. C'est un reportage de Christelle Fouda ou de Victor Siga. Regardons. Des lamentations de la gente féminine issues des hautes sphères de la République aux plus démunis. Leur habillement dénote leur désarroi et les mots pour le dire font écraser des larmes. Nous en avons assez. Il faut que ces atrocités s'arrêtent sur les femmes, sur les enfants, et qu'on retrouve la paix et la sérénité pour que la vie reprenne un cours normal. Au-delà des pleurs, les femmes souhaitent que la paix revienne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cette manifestation intervient une semaine après que les patriotes indomptables aient demandé que les commanditaires de ces assassinats soient rapatriés pour répondre de leurs actes. They are sons and daughters of Cameroon, drawn from all over the country, mobilized to defend the rights of women and young girls, sensitize the national and international community on the atrocities suffered by these women and young girls, and to cause a change of mindset. We came today to cry, to see that an end is put to these atrocities, to those women who have been murdered, and we need peace and serenity in those two regions. It should come to an end. In songs and messages of peace, the leaders paid tribute to departed victims of the violence like Florence Ayafo, Mba Trijo in Bamenda, and Comfort Tumasam in Moyoka, all savagely murdered. They also rekindled the hope in the heart of those still suffering, as well as the family members of the deceased. Alors, après ces images, vous voyez toutes ces femmes en noir. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, c'est choquant ça. C'est choquant ça. En tant que syndicaliste, on dit toujours ensemble. Oui. Ensemble. Donc, je pense pour ma part que nous devons vite comprendre que même si nous avons des différences, et nous devons à un moment donné nous accepter. Et nous accepter veut dire que nous devons nous asseoir et reconnaître les valeurs des uns et des autres, essayer de faire la synthèse de nos valeurs et pour qu'on puisse avancer. Et la violence ne pourra pas nous amener
Bien loin. Bien loin. Je suis syndicaliste, peut-être les gens vont vous dire, ben, voilà les champions de la violence. Mais non, les syndicalistes ne sont pas violents. Les syndicalistes revendiquent dans la douceur. C'est de grands rhéteurs. Voilà. Donc, nous n'avons que notre parole pour essayer de, comme arme. Donc, je pense pour ma part que nous pouvons dire que ça suffit. Ça suffit comme ça quand la femme verse les larmes. Oui. Nous devons comprendre que nous sommes arrivés à un niveau où il faudrait que tout s'arrête. Il faut que tout s'arrête. D'accord. Alors, ce n'est pas de ça que vous êtes venu parler. On va parler de la couverture santé universelle. D'entrée de jeu, couverture santé universelle, c'est bien différent de l'assurance santé. L'assurance maladie. Maladie, voilà, assurance maladie. Oui. C'est vrai que la couverture santé universelle englobe presque tout. Ah. Presque tout, y compris l'assurance maladie. D'accord. Parce que quand nous parlons de l'assurance maladie, nous sommes dans le cadre de la Convention 102 de l'OIT sur la sécurité sociale. Et donc c'est la prise en charge des travailleurs du secteur formel et informel seulement. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de la couverture santé universelle, nous parlons de la population, sans discrimination. Et c'est ça qu'on appelle universalité. Donc ici, il s'agit de toute la population, sans discrimination. Quand on parle de population, vous avez les natifs, les étrangers, donc tous ceux qui habitent dans un pays comme le Cameroun, nous devons réfléchir comment, si quelqu'un est malade, comment l'État du Cameroun peut le prendre en charge. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Vous êtes membre du groupe technique national. Vous faites quoi exactement? Il faut d'abord que nous soyons clairs ici. Je suis ici en tant que président de l'UGTC et membre du groupe technique national. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Oui, parce que je ne voudrais pas que demain, après-demain, quand vous dites, mais il est venu parler ici au nom du groupe technique national. Non, je ne parlais pas au nom. Il y a un président qui est le ministre de la Santé. Il y a d'abord deux présidents. Oui. Il y a le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Puisque je venais de vous dire que la couverture santé universelle englobe tout. Donc, on a donc mis les deux ministres co-présidents du groupe technique national. D'accord. Donc, voilà. Donc, votre question oui, les missions du groupe technique national. En fait, on nous a donné permission de voir comment nous pouvons réfléchir pour qu'il y ait l'implémentation de la couverture santé universelle au Cameroun. D'accord. Et nous devons donc réfléchir sur tout ce qui concerne la santé, la prise en charge de la population au Cameroun. D'accord. Voilà. Alors, avant de poursuivre cet entretien, je vais vous suggérer de regarder ce reportage de Madame Menanga sur justement la Convention pour la couverture santé universelle. L'accès équitable aux services de santé, quels que soient les moyens financiers, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le grand livre du septennat des grandes opportunités. L'engagement réitéré du chef de l'État Paul Biya lors de sa prestation de serment le 6 novembre 2018 va désormais prendre corps. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté demande d'en faire large écho auprès des différentes cibles. L'événement s'est déroulé en présence des témoins privilégiés dont le partenaire sud-coréen.
Joseph Dion Ngouté a salué l'engagement des uns et des autres pour leur implication respective à l'aboutissement heureux de ce méga-projet, gage d'une meilleure prise en charge sans s'appauvrir, comme l'exige la Constitution de l'OMS, adoptée en 1948. Merci, même si les extraits de ce reportage n'ont pas permis de comprendre ce que disaient les personnes ressources. Vient de retrouver sur ce plateau Dr Joseph Meillet, il est enseignant-chercheur à l'Université Paris 13. En fait, vous êtes un expert en sciences, en sécurité sociale. Bonsoir, bienvenue à toi, Lai. Bonsoir, Gisèle. C'est votre première fois à CRTV News, à la télévision nationale? Oui, c'est ma première fois. D'accord. Alors, vous avez trouvé qu'on commençait déjà à aborder les questions sur la couverture santé universelle. Et M. Bissala avait commencé à nous dire de quoi il s'agit. Peut-être pouvez nous redire les principes sur lesquels cela repose. Oui, la couverture santé universelle repose sur des principes très simples déjà. Il faudrait qu'il y ait un accès équitable aux soins, aux services de santé. Il faudrait qu'il y ait une qualité de service, les services de santé, et qu'on puisse protéger financièrement les individus. C'est sur ces piliers que repose la couverture santé universelle. Quand vous dites les individus, parce que les individus, quels qu'ils soient, oui, il faudrait comprendre que ça dépend de chaque pays. Est-ce qu'on va circonscrire? Est-ce qu'on va prendre toute la population? Ça dépend du projet. Mais ici, nous pensons que dans le cadre du Cameroun, c'est toute la population camerounaise. Et les Camerounais et les étrangers? Les Camerounais et les étrangers. Tous ceux qui sont sur le territoire national. D'accord. Alors, est-ce que, M. Bissala, lui, il enseigne à Paris 13, peut-être qu'il vient de temps en temps au Cameroun. Lorsque vous observez le fonctionnement, la dynamique dans le système de santé, est-ce qu'il y a quand même des acquis? Je sais que vous allez revenir sur les faiblesses. Oui. Quels sont nos acquis? Oui, il faudrait vous dire qu'il y a d'abord cette gratuité. Vous savez, l'État de Cameroun subventionne depuis un certain temps certaines pathologies. Oui. Voilà, certaines pathologies. Vous savez par exemple le VIH-Sida, vous savez par exemple le cancer, le diabète et tout ça là. Et la prise en charge des enfants, des femmes enceintes. Oui. Donc, nous avons d'abord ça. Nous avons d'abord ça comme force. Donc, ce qui veut dire que c'est l'extension. Nous sommes donc maintenant en train de préparer l'extension pour que ça soit pour toute la population, que ça ne soit pas seulement pour ces pathologies et pour ces personnes. Il y a quand même des faiblesses. Oui, des faiblesses, oui. C'est vrai que vous avez vous avez cité beaucoup de maladies prises en charge au Cameroun. Je ne pense peut-être pas que c'est vraiment le cas du palu. Il y a eu des publicités, il y a eu beaucoup. Mais jusqu'aujourd'hui, un enfant de moins de 5 ans souffrant de palu n'est pas vraiment pris en charge gratuitement. Bon, ça dépend de ce c'est l'une des maladies, les plus... Bon, vous savez, ça dépend de ce que les gens entendent par gratuité. Il faudrait qu'on fasse très attention parce que quand on dit gratuité, ça peut qu'on vous a demandé de payer par exemple le carnet. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous a demandé... La seringue. Voilà, la seringue. Bon, vous dites, mais pourquoi on m'a dit gratuité, on me demande de payer ça? Mais normalement, en ce qui concerne les remèdes, ce qu'on devait faire exactement, que quand vous arrivez dans un hôpital public et que votre enfant a le palu, si vous avez acheté votre carnet et que vous êtes déjà dedans, on ne peut plus vous donner l'ordonnance pour aller acheter les remèdes à la pharmacie. Donc on va prendre les remèdes pour soigner l'enfant. Donc c'est cette gratuité qu'on parle, mais il peut arriver que on demande, même comme nous allons à la couverture santé universelle tout à l'heure, vous allez voir que ce ne sera pas une gratuité. Ce ne sera pas une gratuité. Il faudrait quand même que quelque chose soit fait pour que les gens puissent contribuer. Alors, le 27 août dernier, sauf si je me trompe, il y a donc eu la signature de convention de partenariat entre nos gouvernements et une entreprise privée qui doit s'occuper de la mise en œuvre effective de cette
couverture santé universelle, mais apparemment, c'est comme si on allait vite en besogne. Il doit y avoir des préalables. Peut-être que vous pourrez répondre à cette question, des préalables pour que ce système, nouveau système, soit efficient et pérenne. Oui, je pense que on peut le dire qu'on est allé très vite en besoin, mais ça dépend. D'accord. Ça dépend. Aujourd'hui, ma position est que le gouvernement a choisi une option. Nous devons faire confiance au gouvernement. Oui. Il faudrait juger le maçon au pied du mur. Il est vrai que, même s'il faut attendre de juger le maçon au pied du mur, il faut relever que c'est un projet très délicat. Oui. Un projet qui touche la santé des Camerounais. Je voudrais vous dire qu'il est tellement délicat qu'il faut prendre en compte les risques qui tournent autour de ce projet. Partons du simple fait que nous vivons depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais se soignent eux-mêmes. En dehors de quelques pathologies, comme a cité M. Bissala, qui sont prises en charge par l'État. Et ces Camerounais sont déjà habitués dans ce système-là. Qu'aujourd'hui, on nous dit on va nous soigner gratuitement, même si nous mettons le mot gratuitement entre guillemets. Alors, il faudrait qu'on prenne vraiment au sérieux tout ce qui peut être comme risque. Oui. Pour qu'en lançant le projet, qu'on ne se trouve pas confronté à certains risques qui vont faire échouer, les obstacles qui vont faire échouer le projet. C'est ça notre crainte aujourd'hui. De votre côté, en tant que membre du groupe technique national, il y a des préalables, alors des conditions qui ne sont pas totalement remplies. Je le dis encore, je ne mets pas le gouvernement du Cameroun au tribunal. Oui. Il faudrait que ça soit clair. C'est un travail d'équipe. Depuis que je prends position, là, il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de mettre des freins. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Alors, lorsque vous traitez avec un syndicaliste quelque part, attendez-vous que ce syndicaliste va dans la droiture. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je dois dire exactement ce qui se passe. Alors, lorsque le gouvernement, l'État du Cameroun, on n'est pas confondre avec le gouvernement. Oui. Ce sont ceux qui administrent. Voilà. Lorsque l'État du Cameroun a accepté l'offre de l'OMS, la couverture santé universelle, ce n'est pas une affaire du Cameroun. C'est l'affaire de l'OMS qui concerne la planète. Et dans chaque pays, on est en train de mettre sur pied cette couverture santé universelle. Donc lorsque l'État du Cameroun a donc adopté et que nous devons aller vers cette couverture santé universelle, l'État du Cameroun a mis sur pied ce que nous appelons un groupe technique national qui est composé de représentants tripartites d'ailleurs, de représentants du gouvernement, dont le service du Premier ministre est représenté, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le patronat, les travailleurs, les organisations internationales comme qui sont l'OMS, le BIT, tout le monde est là-dedans. On nous a donné un cahier de charge. Nous avons mis sur pied près de 8 sous-groupes. Aujourd'hui, 6 sous-groupes ont déposé leur rapport. Au moment où je vous parle, des paniers de soins, des pathologies, nous avons tout est fini. Il nous restait 2 sous-groupes qui ont travaillé, mais que le groupe technique n'a pas encore validé le rapport. Alors, c'est le sous-groupe questions juridiques. Oui. Là, le sous-groupe questions juridiques devait d'abord plancher sur la loi sur la couverture santé universelle et le texte sur la création de l'organisme chargé de la couverture de santé universelle. La dernière session au mois de à l'Assemblée nationale n'a pas traité de ce... Non, à mon avis, parce que ce document, le sous-groupe a travaillé, je dis qu'on ne l'a pas encore validé ça au niveau. Le sous-groupe a travaillé, mais le groupe technique national n'a pas encore validé. Et il y a aussi un sous-groupe en ce qui concerne la stratégie de financement. Nous avons la stratégie de financement de la santé 2016, 2020-2030. Et là-dedans, il était question d'arrêter les cotisations. Jusqu'au maintenant, on va dire, les travailleurs vont cotiser comme ça, les employés vont cotiser comme ça, les autres vont cotiser comme ça. Nous avons encore un autre sous-groupe qui était chargé
dont le ministère de l'Affaires sociales avait la responsabilité de voir les personnes vulnérables, donc les personnes qui ne vont pas payer, mais que l'État va payer à leur place. Voilà que vous suivez. Oui. Donc, le ministère de la Santé était donc en train de nous redéfinir la vulnérabilité des personnes vulnérables pour qu'on essaie de voir exactement comment nous allons voir comment ces personnes-là seront prises en charge. Alors, une fois terminé, on devait donc déjà faire adopter ça au niveau du groupe technique. Nous devons descendre sur le terrain. Il faudra que vous me suivez très bien. Descendre sur le terrain, rencontrer les autres membres de la population pour les sensibiliser, prendre leur avis sur les rapports que nous avions, et revenir ici au niveau du groupe technique, introduire les inputs que nous avons recrutés sur le terrain, adopter, remettre au gouvernement pour pouvoir maintenant prendre donc le cheminement. Donc, dans ce qui concerne nos travaux, dans la réflexion de la prise en charge de la création d'un organisme de sécurité sociale, comme M. Meyer vient de le dire, il y a une option de gouvernement. Ça veut dire que si on avait fini, maintenant nous sommes au niveau de l'option de gouvernement. Nous avons dit qu'il faut créer un organisme de couverture de santé universelle. Le gouvernement dit, ça va me permettre très lourd, mais je vais donner ça à une société. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais donner ça à une société. Qui doit prélever des droits aussi. Libre au gouvernement, qui est responsable devant l'État. Vous devez choisir. L'un de nous, de venir dire, nous ne sommes pas d'accord. Donc ces préalables ne sont pas encore finis, que subitement, nous, on retrouve qu'on est en train de parler d'une société. Et lorsque nous lisons Cameroun Tribune, nous voyons que la société, dans les interviews, nous dit « Je vais faire ce que le groupe technique national, je ne sais pas si vous voilà. » Oui, enrôler les populations. C'est là notre peur. Oui. Et ce qui fait aujourd'hui, pourquoi nous autres nous prenons la parole? Ce n'est pas pour faire quoi? C'est parce que, au fur et à mesure que nous travaillons, moi j'appartiens au groupe travailleur, je faisais le compte rendu au groupe travailleur. En aucun moment je n'ai parlé d'une société au groupe travailleur. Tout le monde sait exactement. De toute façon, si ce n'était pas la Covid-19, qui a commencé au mois de mars au Cameroun, je vous aurais dit que nous serons déjà, parce que le deadline était le 1er janvier 2021. Oui. On devrait déjà finir. Et je vais d'ailleurs vous dire que dans ce qu'on a prévu, il était question d'utiliser près de 500 000 jeunes dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour aller faire les sensibilisations dans les communes. Donc il y avait un problème de création d'emplois là. Aussi bien à leur père qu'à d'autres causes membres de la... Oui, non, il devait être sous la responsabilité des communes, des 360 communes. Oui. Donc on devait prendre les jeunes, ça devait même nous aider, si la Covid n'était pas là pendant les vacances, d'utiliser des jeunes qui devaient aller dans les communes avec les mairies, les maires, et puis on devait sensibiliser les gens pour que tout le monde sache exactement qu'est-ce que c'est que la couverture santé et qu'est-ce qu'on attend de chaque citoyen ou bien de chaque habitant de ce pays. Donc, moi, est-ce qu'on a mis les charrues avant les bœufs? Qu'est-ce qui se passe? Moi, en tant que membre, d'ailleurs, avant que je ne revienne ici au studio, je suis passé par la direction de la prévention ici à côté de vous, la DPS, pour essayer de rencontrer la structure que représente le ministère de la Santé dans notre réflexion, pour que je puisse discuter avec eux, pour que je comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, si le ministère de la Santé public est en train de nous suivre, il faut qu'ils comprennent qu'il y a un questionnement. Il faudrait qu'on dise exactement où on va. Et pour que si par exemple on va nous dire que le groupe technique va travailler avec la société, nous sommes prêts à collaborer avec cette société. Mais nous voulons savoir exactement pourquoi subitement du groupe technique national on est passé à une société. Le gouvernement, vous savez, ce n'est pas le tribunal. Mais ce qu'on veut, c'est de la transparence.
Pour une bonne gouvernance. Ah oui, ça c'est question de bonne gouvernance. Et justement, vous parliez d'impliquer les populations dans le processus décisionnel. Sinon, après, il y a des formules qui ne peuvent pas convenir aux cas qui sont réels sur le terrain. Vous avez dit quelque chose tantôt, docteur, mais je voudrais vous entendre là-dessus en tant qu'expert de sécurité sociale. L'État devra prendre en charge ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus. On parle des gens qui sont dans zone rurale, qui ont une façon de vivre avec peut-être leurs activités champêtres. Si on ne l'a pas fait pour le SMIC, ce sera possible pour eux? Gisèle, je pense que nous sommes en train d'arriver, parce que d'entrée de jeu, j'ai dit, le problème qui nous intéresse à notre niveau, c'est de maîtriser les risques. Oui. Ce n'est pas pour nous qu'on remette la gestion à une structure privée. Je dis c'est l'engagement du gouvernement. Et comme a dit M. Bissala, le gouvernement répondra. Mais pour le moment, nous sommes les observateurs. Nous sommes positionnés. Et nous observons ce qui se passe. Observateur et peut-être conseil aussi. Je vais essayer de vous dire. En 2009, nous sommes sur le terrain depuis. Oui. Je suis le président directeur général de l'Institut régional d'études supérieures en sécurité sociale, IRES Cameroun. Oui, Ça veut dire en 2004, quand l'idée de faire l'extension de la sécurité sociale arrive au Cameroun, nous, on se précipite de créer déjà une école pour former les jeunes Camerounais. Alors, aujourd'hui, nous sommes à 2800 jeunes Camerounais. Oui. Je voudrais vous dire que 2800 jeunes Camerounais, c'est 2800 mémoires de recherche sur le domaine de la sécurité sociale. D'accord. C'est une banque dans notre école. Nous l'avons fait. Nous attendons que le moment venu, le gouvernement pourra au moins nous solliciter, car c'est une expertise. Nous laissons ce côté. Vous avez été proactif. On a été proactif. Alors, l'année passée, en 2009, nous avons créé... 2019, excusez-moi. Oui. Nous avons créé un groupe de recherche. Un groupe de recherche sur la question de la couverture santé universelle. Nous sommes sur le terrain depuis l'année passée. Et le thème, c'est les risques que court ce projet. Nous ne voulons pas entrer dans le dossier, mais nous voulons tout simplement attirer l'attention du gouvernement en disant, là, on risque de se fracasser le nez. Alors, en suivant M. Bissala, tout ce que M. Bissala dit, c'est qu'il dit, il y a des risques, il y a un risque. On peut être face au mur si nous ne prenons pas le temps. Non seulement le temps, mais essayer de maîtriser certaines choses. Il a parlé de la population qui doit être partie prenante. C'est très important. Et bénéficiaire. Nous sommes sur le terrain depuis presque un an. Nous interrogeons les ruraux, les fonctionnaires, l'informel, tout le monde. Nous avons tout cela chez nous. Et si je vous dis ce qui ressort, il arrive que 99% des Camerounais, ceux qui sont de notre échantillon, attendent ce projet. C'est un projet salutaire. Mais je vous le dis, 98% de ces Camerounais ne sont pas très sûrs que ce projet va aboutir. Ça, il faut tenir compte. Il n'y a pas de signe. Bon, mais je ne sais pas sur quoi il se base, mais déjà, nous essayons de dépouiller pour le moment. D'après vos sondages. Voilà, nous sommes en train d'aller plus loin en disant les risques sont très nombreux si nous allons en pas de course. La couverture santé universelle doit être logée dans un système de sécurité sociale. Ça veut dire que c'est un système. La maladie est l'un des risques les plus importants de la sécurité sociale. La maladie est un risque double, comme vous le savez déjà, qu'on a la version remboursement des frais médicaux et il y a aussi ce côté de repos, des repos médicaux et autres par rapport aux employeurs. Ça devient très complexe. Au jour d'aujourd'hui, il faut maîtriser tous ces risques pour qu'on puisse avancer. Et je pense que c'est à ce niveau que se trouve le problème. Nous avons lancé l'étude et nous avons dit au gouvernement qu'en janvier 2021, nous allons présenter non seulement les risques pour le projet, mais présenter un projet. Justement, j'allais vous demander quelle est la démarche que vous avez eue vis-à-vis du gouvernement. Nous avons saisi le gouvernement officiellement. Nous avons saisi
tous les ministères qui sont impliqués dans le comité national. Nous avons saisi des directions générales et nous leur avons dit, nous sommes en train de mener une étude. Oui. Le moment venu, en 2021, on va vous remettre la copie. Et encore, on va proposer un modèle. Est-ce qu'il ne sera pas tard? Puisque là, on est dans le processus d'élaboration. Donc, tout conseil, tout avis peut être exploité positivement. Si on était en train de prendre un chemin qui n'est pas efficace, on peut rectifier le tir. Oui. La couverture santé universelle est un processus. Il faudra du temps. Même si c'est lancé, on va corriger. On pourra corriger. Mais je pense que... C'est quand même un investissement de, on a dit quoi, 1300 milliards. Vous dites qu'on va corriger. Mais vu que nous ne décidons pas, nous ne sommes pas des décideurs. Nous sommes tout simplement ceux qui vont attirer l'attention en disant, là, il y a un risque. Et à la suite, je pourrais énumérer certains à l'avance. D'accord. Oui, je veux répondre à votre... Vous avez parlé de comment on va prendre les personnes vulnérables. Oui. Non, mais sinon, c'est très simple. C'est très simple. Il y a des personnes qui ne vont pas payer. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, il y a des invalides. Pourtant, on demande de cotiser. Tout le monde doit cotiser et la carte est obligatoire. Non, il y a ces cotisations obligatoires, comme dans le cas de la sécurité sociale. Oui. C'est obligatoire. Ce qui veut dire que il y aura des personnes qui auront des cartes. Même si vous êtes invalide et que vous avez votre carte d'handicapé, bien des personnes invalides, oui, que vous pouvez présenter partout pour qu'on vous soigne, parce que là, c'est l'État qui vous prend en charge. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais je veux revenir après, monsieur, mais c'est pourquoi j'ai dit ici, vous voyez, vous comprenez donc maintenant. Je dis que lorsque le groupe technique, lui, il dit qu'il a envoyé au ministre, il a envoyé aux deux ministres. Non, il était question que le groupe technique, quand nous allons finir de travailler, nous mettons tous les rapports à la disposition de la population camerounaise pour que tout le monde puisse recevoir tout ce que nous avons et que les gens puissent faire des propositions, des autres propositions. Nous devons rencontrer, par exemple, dans le cadre de GTN, nous devons rencontrer, par exemple, l'Institut, les universitaires et tout le monde devait être rencontré et les gens devaient nous faire des propositions. Ça veut dire que vous ne vous connaissez même pas. Il ne devait pas avoir d'autres réunions. Ça veut dire que lorsque le groupe technique va finir et qu'on prenne encore nos documents et qu'on a le charcuté quelque part. Pourtant, il faut une synergie. Voilà. Donc, tout le monde devait... Je dis qu'on devait déjà finir. Tout était déjà... Les programmations des rencontres étaient déjà là. Je crois que c'est la COVID-19 qui a fait à ce que, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas continué les... Alors, Monsieur Bissala, dites-moi, il y a quand même des modèles en Afrique qui ont réussi à implémenter ce système. Vous, on parlait du Rwanda tantôt. Oui. En fait, il faudrait ce que je dise ici parce que nous avons envoyé des équipes de part dans le continent africain et en Europe. Des équipes sont sorties. Les membres du GTN pour aller voir exactement comment ça se fait ailleurs. Voilà. Oui. D'ailleurs, je dis ici moi-même, dans le cadre de mes responsabilités de secrétaire général de l'Union de conférences syndicales de travail de la CEMAC, j'ai envoyé des travailleurs au Gabon pour aller voir exactement comment le système gabonais fonctionne. Donc, l'État a envoyé des gens au Maroc, en Tunisie, les gens sont partis, les Rwandais sont venus ici, il y a un Rwandais qui est venu ici voir ce que nous étions. Ça fait, je crois que c'était au mois de février, je ne sais pas si c'était encore quand, nous étions avec ce Rwandais là pour essayer de voir exactement ce qu'on... Donc, il y a... Mais de 70%. Par exemple, le système rwandais. Il y a aussi 30%, il y a, comme il dit, vous ne pouvez pas, hein, ce n'est pas une baguette de magie que vous faites comme ça. Non. Vous, à 100%, on n'a pas. Je veux d'ailleurs vous dire que le Gabon, par exemple, c'est quand on a commencé la réflexion au Cameroun ici sur la sécurité sociale. Tous les documents que nous avions ici, au Cameroun, pour la mise sur pied de la couverture maladie, donc le Gabon est venu ici et le Gabon s'est imprégné de ce que nous avons fait au Cameroun et ils sont vite partis au Gabon pour créer leur CENAMS, leur caisse d'assurance maladie. Oui. Et bon, donc ils ont fonctionné à un moment donné
Mais la crise économique est venue perturber ce qu'ils étaient en train de faire, donc ce qui veut dire qu'ils ont encore des petits problèmes. Et c'est ça qu'il faut que... Faut qu'au Cameroun évite d'arriver à cette situation-là. La première des choses, c'est d'abord le financement. Il faut être sûr du financement. Et être sûr que ce que vous allez attendre de l'épargne, dans des cotisants, que ça va arriver. Être sûr qu'à un moment donné, l'État va verser ses contributions. C'est ça qui fait la force de la maladie. Parce qu'à un moment donné, vous savez, nous aurons des hôpitaux publics et privés, des cliniques et tout le monde. Ça dit que nous avons déjà un document qui va dire aujourd'hui comment on va faire pour choisir que c'est tel. Ce n'est pas tout le monde qui sera là-dedans. Il y aura des hôpitaux qui vont... seront agréés compte tenu des critères d'accréditation que nous avons arrêtés. Oui. Donc, ce qui veut donc dire que le moment venu, quand il faudrait payer ces hôpitaux, aller payer les trucs qu'on vient de dire, il n'y a pas d'argent. Non, il faudrait voir qu'on ne s'amuse pas avec la maladie. Ah non? Non, là, on ne s'amuse pas. On peut s'amuser avec tout, sauf la santé. Sauf la santé. Mesdames, Messieurs, je vous propose de prendre une pause et on va poursuivre cet entretien. Retrouvez toute l'actualité sur l'environnement. Apprenez les éco-gestes et la main dans Planète Bleue pour un monde qui respire. Planète Bleue sur CR TV News. CR TV News, ici, toute l'info. Je demande par ailleurs aux personnes testées positives de respecter scrupuleusement les règles de confinement. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez Toilette et en ce moment, nous parlons de la solidarité nationale face aux maladies. Monsieur Bissala, dites-nous, 1300 milliards, alors que la dette nationale est en train d'augmenter. Oui, disons qu'il faudrait qu'on explique ici. Vraiment, je suis obligé parce que si on êtes là pour nous éclairer de toutes les façons. Avait fait ces sensibilisations, ces questions ne devaient plus être... En fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait d'abord l'état des lieux. Quand on nous a demandé de donner le cahier des charges, il fallait d'abord faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la couverture santé universelle au Cameroun? Et pour qu'elle soit opérationnelle de manière pérenne. Alors, nous avons des sous-commissions, comme je vous ai dit, sous-commission infrastructure, sous-commission des ressources humaines et patati et patata. Alors, on a donc dit aujourd'hui, s'il faut remettre à niveau, par exemple, les plateaux techniques, je ne sais pas si vous comprenez, et pour que nous ayons des hôpitaux dignes de ce nom, voilà ce qu'il faut. Que les femmes puissent accoucher normalement dans les zones rurales. Voilà. Si nous voulons aujourd'hui, par exemple, avoir les médecins partout, voilà ce qu'il nous faut. Voilà, c'est ce que le gouvernement donc a évalué pour dire voilà mes besoins. Maintenant, comme nous sommes dans un système de progressivité, ce qui veut dire qu'on a réfléchi en nous disant si nous commençons en 2021, nous aurons dans quelques mois, nous aurons besoin de ça. Donc, ce qui veut dire que nous avons dit qu'il nous faut 286 milliards. Mais dans les 286 milliards, l'État, au moment où je vous parle, dans les gratuités de l'État, dans les subventions de l'État à la santé,
l'État prend déjà en charge 126 milliards. Donc, il nous faut 160 milliards si nous voulons démarrer. Et la progressivité, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous avons réfléchi pour dire que dans un premier temps, ce seront des enfants et les femmes enceintes. Et les grandes maladies que l'État subventionne déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons prendre pratiquement, prendre en charge. Il y a quand même une période probatoire. Donc, le problème, oui, il nous faut. Si on s'est dit 2030, ce qui veut dire que d'ici 2030, il faudrait qu'on retrouve les 1300 milliards. Ce n'est pas tout de suite là. Ce n'est pas tout de suite là. Mais docteur Meillet, la structure, l'entreprise qui doit s'occuper de l'implémentation de la couverture santé universelle promet, cette entreprise dit qu'elle va équiper les hôpitaux. C'est possible pour une entité comme celle-là de le faire toute seule, Oui, je refuse de me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas quelle est la capacité de la nouvelle entreprise. New Tech Management. Et je pense que moi aussi, je m'en tiens tout simplement à ce que New Tech nous a dit, que New Tech va équiper les hôpitaux. Mais moi, je dis toujours que, est-ce que réellement le problème, c'est d'équiper les hôpitaux? Le problème ici qui se pose, c'est qu'il faut comprendre que la couverture santé universelle est un système. C'est un système de solidarité. Oui. Alors, il faut d'abord peaufiner le système. Quand le système est déjà peaufiné, mis en place, on peut passer à autre chose. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Notre système de sécurité sociale, qu'on appelle aujourd'hui prévoyance sociale, n'est pas même à maturité. Pourquoi je le dis? Allons dans le recouvrement. Oui. Le recouvrement à la CNPS, excusez si je peux le dire, le recouvrement automatique, ça veut dire des grandes entreprises, on peut se retrouver à 40%. Et il y a 60% des entreprises qui ne sont pas maîtrisées par la CNPS. Qu'est-ce que je voulais dire? Dans notre quartier, vous avez les bars. Oui. Ça pilote de partout. Ce sont des petites entreprises. Il y a des travailleurs à l'intérieur, mais qui ne sont pas connus. Même dans les ménages. Et même dans les ménages. Alors, voilà déjà le premier handicap qui va se poser. Ces personnes qui ne sont pas connues par la CNPS, ça veut dire qui ne sont pas prises en compte par d'autres risques, dans d'autres risques tels que la vieillesse, la famille et autres, ce sont des potentiels clients de la CSU. Oui. Et ces personnes risquent de passer au travers du filet, tomber du côté des vulnérables, alors que ces personnes ont des revenus. Je prends simplement un petit cas. Nous avons ce qu'on appelle là dehors les mototaximans. Oui. Les mototaximans sont des personnes aujourd'hui à 99% qui ne sont pas enrôlés par la CNPS. Et quand ils le sont, ils sont dans l'assurance volontaire. Comme les ménagères dans les maisons. Voilà. Les petits pas du tout. Assurance volontaire aujourd'hui qui reste comme simplement une opération administrative d'immatriculation. Ça veut dire que ces gars ne continuent plus à cotiser, quand bien même ils ont un numéro matricule. Alors, nous prenons ce gars de mototaximan. Le voilà qui sera donc enrôlé dans la CSU, dans un risque très élevé, parce qu'il fait des accidents chaque 2 jours, chaque mois. Et quand il sera accidenté, qui prendrait en charge? La CSU prendra en charge. À ce même moment, nous ne maîtrisons pas réellement le revenu de ce monsieur et comment nous allons prélever dans son revenu. Ça veut dire le problème de l'informel qui ne se pose pas tellement au niveau de la caisse va se poser au niveau de la CSU. Alors, si on dit que tel n'a pas de revenu, on le balance dans la personne vulnérable, il y aura un poids. Ça veut dire des gens qui auront accès aux soins sans cotiser, quand bien même ils ont des revenus. En voilà un problème très important qu'il faut d'abord résoudre.
Et si nous pensons que ce n'est pas un problème, nous allons voir dans la gestion. Tout le monde va passer pour personnes vulnérables. Mais au fond, qui est vulnérable à un moment donné? Voilà, autant de problèmes, autant de questions qu'il faut... C'est pour cela que je parle qu'il faut d'abord maîtriser le système. Est-ce que le système est maîtrisé? Moi, je ne veux pas m'occuper des problèmes des hôpitaux et autres. Oui. Mais déjà, j'ai l'impression que le système n'est pas maîtrisé. C'est vrai que vous dites que le système n'est pas encore maîtrisé, mais équiper les hôpitaux, ça peut être salutaire, puisque lorsqu'on a cotisé, on a le droit, parfois même arrogant, d'exiger une certaine qualité de service. J'ai vu que vous voulez réagir au propos du docteur Meillet. Oui, je dirais à M. Meillet que le problème de la sécurité sociale, en ce qui concerne la CNPS, a plutôt un problème, parce que c'est aux employeurs de déclarer, même si depuis un certain temps, on demande aux travailleurs d'aller avec un danger, que lorsque tu vas accuser ton employeur que tu n'es pas immatriculé au niveau de la CNPS, tu peux perdre ton emploi. Non, ici, je viens de dire une chose ici qui est très importante. Je dis qu'il faut la sensibilisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on arrive dans un bar, on trouve un travailleur, on lui dit quand tu es malade. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'aujourd'hui, les ménages participent à près de 80% pour leur santé. 80%. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que votre salaire part rapidement dans la santé. Et il faut arrêter ça. Donc, quand vous allez expliquer à quelqu'un, pour, je prends un exemple comme ça, pour les 2000 que tu vas payer par an, voilà ce que l'État va faire pour toi si tu es malade. Il faut arriver à expliquer ça aux gens. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour qu'ils soient motivés. Mais je suis d'accord avec lui. Si on ne passe pas par cette sensibilisation et qu'on essaye, vous voyez comment les gens font les autres. Parce que là maintenant, ce que les gens pensent maintenant de la société, ce n'est pas ce que, quand nous on parlait devant les gens pour expliquer ce que nous étions en train de faire. Maintenant qu'on est venu mettre une société au milieu, vous savez ce que les Camerounais pensent. C'est devenu autre chose. Encore maintenant. Et c'est un danger. Il ne fallait pas à ce moment-ci, quand on n'a pas encore fini, de sensibiliser la population, commencer déjà à parler des problèmes des sociétés. Donc je pense que ça sera la manière que nous allons sensibiliser, nous allons informer. Chacun doit comprendre que oui, pour mes 2000 francs que je vais payer par an, pas par mois, par an, l'État va me soigner. Donc mieux vaut aller payer ces 2 mois. J'aurai une carte. Et quand je vais aller dans un hôpital, voilà, on va me prendre en charge. Il faut expliquer ça aux gens. Mais si on n'arrive pas à expliquer ça aux gens... L'adhésion sera compliquée, difficile. Ça sera compliqué. La sensibilisation. Il faut jouer à la sensibilisation. Et c'est très important pour la sécurité sociale et autres. Parce qu'aujourd'hui, il parle très bien du problème de la CNPS. À un moment donné, on n'a pas responsabilisé le travailleur dès le départ. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas responsabilisé le travailleur dès le départ. On n'a pas informé le travailleur pour dire que, attention, tu as ta retraite. Si ton agent n'arrive pas à la CNPS, quand tu iras en retraite, tu n'auras pas. Justement, on a fait croire au travailleur que c'est l'employeur. Maintenant, on coupe son agent. Si son agent soit reversé à la CNPS ou pas, ce n'était pas son problème. Lui, quand il va en retraite, on lui dit... Il s'en va demander sa pension, on lui dit non, ton employé n'a pas cotisé. Il dit, c'est de ça qu'elle voulait parler. Où est mon problème? C'est ça que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'entreprises dont le fonctionnement ne reverse pas les cotisations auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Oui, mais ce n'est pas une excuse. Il faut que je vous dise que l'État du Cameroun a donné à la CNPS ce qu'on appelle le privilège du trésor. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le problème de la tolérance administrative que nous avons au Cameroun, c'est l'arme des capitalistes. Vous comprenez? C'est ce que nous vivons au Cameroun, la tolérance administrative. On laisse faire. Hein? C'est entre nous. Et au fur et à mesure qu'on laisse faire, la situation s'aggrave. Monsieur Bissala, s'aggrave et s'aggrave. Il est 19h. Oui. Et ici, à 19h, le plat de résistance, c'est l'information. OK.
Nadia Mana, bonsoir. Bonsoir Gisèle Nguéné. Je souris, mais la première nouvelle n'est pas agréable. C'est que la police vient de saisir 5 millions de francs CFA de faux billets de banque. Tout à fait, Gisèle Nguéné. Le trafic de fausses monnaies se poursuit dans le pays. Un gang de 6 personnes vient d'être appréhendé par la police du 4e arrondissement, ici à Ekounou, à Yaoundé. En leur possession, 5 millions de faux billets de banque en CFA. Ces contrefacteurs prévoyaient de produire 12 000 millions dans différentes opérations. L'information a été révélée aux journalistes cet après-midi par le chef de ce commissariat de police. C'était en présence d'Étienne Pascal Azégué. Ces petites coupures de 2 000 francs et 10 000 francs CFA ont failli finir dans nos poches sans que cela n'éveille aucun soupçon. N'eût été la vigilance des éléments du commissariat central numéro 4 qui ont su détecter le mauvais billet du bon. Nous avons dû utiliser les détecteurs et autres pour faire la différence entre les deux billets. Pour les vrais billets, le numéro de série n'est jamais le même. Et quand nous prenons le leur, nous n'avons pas cette petite couleur-là, elles n'apparaissent pas. Tous ces billets ont le même numéro de série qui finit par 271. Les auteurs de ces crimes financiers, 6 au total, ont été interpellés à Douala et à Yaoundé au terme d'une enquête dont seule la police détient le secret. Sur information, nous avions appris que le nommé Gouet Dieudonné, qui est actuellement en cellule, était un fournisseur de fausses monnaies, on nommé Fouapon Alassa. Au total, 8 824 000 francs CFA de fausses coupures étaient sur le point d'être mis en circulation. Conformément à l'article 211 du Code pénal, ces mises en cause courent un emprisonnement à vie. Et c'est au juge qu'il revient désormais de dire le droit. La charte nationale de la petite et moyenne entreprise est en gestation au Cameroun. L'avant-projet de texte était en examen ce jour à Yaoundé sous la coordination du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Achille Basilekeng III. Le document, qui est l'une des recommandations fortes de la 9e édition de Cameroun Business Forum, va aider à améliorer le climat des affaires au Cameroun. Il va également définir les obligations et engagements des parties prenantes que sont l'État et ses démembrements d'une part, les PME et le secteur privé d'autre part. Nous reviendrons sur ces actualités dans nos prochaines éditions de journaux. Parlons de rentrée scolaire à présent. Elle aura lieu le 5 octobre prochain. Si à presque un mois du début du grand jour, plusieurs librairies semblent encore vides. Les rayons n'ont pas encore tous les manuels scolaires. Constat sur le terrain ce jour de notre reporter Maïmouna Mohamedou Nadia. Dans cette librairie n'est pas désattendu. Les rayons clairsemés témoignant de l'absence de clientèle en ce dernier mois des vacances. Heureusement, il reste une trentaine de jours avant la rentrée scolaire. De l'autre côté, les affaires vont bon train. Certains parents veulent s'y prendre tôt. Pour le moment, je peux seulement acheter les livres normaux. Pas les livres, les grands livres, mais petits livres. Pour que les enfants soient contents que normalement, maman, papa nous a acheté les livres pour fréquenter. Les vendeurs, quant à eux, espèrent plus d'affluence. Nous avons trop d'incompréhension entre certains parents qui veulent se remettre sur pied, étant donné que les parents ne seront plus encore sensibilisés pour la nouvelle année 2020-2021. Donc nous attendons toujours le mot d'ordre pour tout un chacun de pouvoir se ressaisir pour y venir sur le marché. Seulement, la plupart des parents rencontrés disent ne pas avoir suffisamment d'argent pour l'instant et préfèrent attendre le moment venu. Maintenant, vous nous emmenez à Kribi, dans l'eau. Tout à fait, Gisèle Nguéné, la cité balnéaire de Kribi ne cesse d'attirer les touristes. Principale attraction, les plages, des lieux qui sont de plus en plus aménagés pour que les visiteurs y passent des moments inoubliables, les yeux bercés par les vagues de l'océan. Notre reporter Salvador Betia des CRTV Sud nous en dit plus. Lieu d'attraction par excellence à Kribi.
C'est pourquoi certains promoteurs en ont profité pour mettre en place des espaces récréatifs pour les touristes. Nous sommes là pour faire bouger le tourisme dans notre ville. Nous avons construit un restaurant haut de gamme avec des glaciers, avec de la musique, avec du karaoké. Les gens, pour une soirée, vous devenez star vous-même à Kribi. C'est l'une des plus belles villes du Cameroun. On a vu quelque chose de très beau étant placé ici. On a une très belle vue du coucher de soleil. C'est quelque chose de magnifique, c'est très beau. On a l'impression que le soleil se jette dans la mer et c'est un spectacle que mes enfants et moi on adore. Toujours à proximité de la mer, des restaurants conçus dans un cadre naturel permettent de découvrir les merveilles culinaires d'ici et d'ailleurs. Ici chez nous, on mange l'Afrique, on mange l'européen. Donc vous pouvez avoir un steak sauce champignon comme vous pouvez avoir du coquille ou du folon ou du ndolé. Kribi, c'est aussi la découverte des sites de rêve à l'instar des chutes de la Lobé et la possibilité de naviguer à l'aide des bateaux apprêtés pour la circonstance. Pour les adeptes des soirées chaudes, ils peuvent agrémenter leur séjour en visitant des cadres adaptés après une journée de balade. Les espaces sont là, nous avons fait assez de lumière, le son est bon, une piste de danse. Kribi, ville portuaire et touristique, une destination de rêve pour des vacances paisibles. Allons à présent dans le nord respirer un peu d'air frais sur les berges de la Benue. Un cadre féerique qui attire de plus en plus de visiteurs qui y trouvent un petit havre de paix. Vous pouvez y passer du bon temps en famille, entre amis. Et c'est pas notre reporter Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord qui dira le contraire. C'est désormais une destination très prisée dans le nord. Les berges de la Benue offrent aux visiteurs un cadre réel d'épanouissement tout au long de la semaine, comme les week-ends. Le cadre convivial, il y a du bon vent et nous avons pris quelques photos. On a vraiment trouvé le cadre qui est beau, convivial. Nous sommes à l'aise, libres, en pleine nature, avec du bon vent. Les aménagements réalisés permettent aux familles, couples et amis d'être en harmonie et en immersion dans la nature. On a un pont sur l'eau qui permet à ceux qui ont peur de s'approcher de l'eau, d'être en contact avec l'eau. On a notre mini-plage pour les visiteurs qui veulent se faire bronzer. Et sur le site, on a du bon climat, vu qu'il est à côté de la Benue. Tout en contemplant le paysage pittoresque, les visiteurs ont l'opportunité de savourer les spécialités culinaires locales. Du poulet au dalang, le foleka, la viande du bœuf, du gombo. Il y a aussi le zoom sauté au poisson fumé. Et on fait aussi du poisson au dalang en bouillon. Hormis ça, on a d'autres spécialités, c'est-à-dire étrangères. On y trouve du poisson frais, de la viande du bœuf, de la chair du mouton. Et vraiment, ce n'est pas uniquement la cuisine du Nord. Les berges de la Benue continuent de s'embellir tout en dévoilant tout son charme aux visiteurs. Alors, au-delà de nos frontières, ça ne va pas vraiment au Mali. L'ancien président a été conduit d'urgence à l'hôpital. Tout à fait, Gisèle. Il a été conduit hier dans un hôpital privé de Bamako et c'était suite à une crise d'AVC. Et selon quelques sources proches, Ibrahim Boubacar Keïta serait actuellement dans un état stable et conscient. Des détails dans ce récit de Claude Sandra de Tout. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est interné depuis hier dans un hôpital privé de la ville de Bamako. Son hospitalisation a été confirmée au Nord-Sud Journal par des membres de sa famille et des sources infiltrées qui ont également rajouté qu'il a fait une crise d'AVC après l'annonce du décès de son ancien conseiller économique Ibrahim Bokarba. La situation de Ibrahim Boubacar Keïta, âgé de 75 ans, inquiète bon nombre de personnes depuis sa détention par la junte militaire à l'origine du coup d'État. Surtout qu'il est apparu faible lors de la déclaration de sa démission le 18 août dernier. Le journal Jeune Afrique nous informe que le Comité national pour le salut du peuple, en abrégé CNSP, a donné son accord à une évacuation vers l'étranger sous réserve que l'ancien président soit en état de se déplacer.
Cette même évacuation à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, avait déjà été annoncée avec la junte militaire et le CNSP depuis le coup d'État. Voilà donc qui met un terme à ce journal. Restez en compagnie de Gisèle Ongene et de ses invités pour la suite de Twilight. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Mesdames, Messieurs, on va prendre une pause et on revient sur le débat. Dans la nuit, ça nous donne beaucoup plus d'argent. En journée, nous avons les problèmes, la mairie, la communauté urbaine. Dans la nuit, on parvient à jongler comme ça parce qu'on sait que les gars de la mairie ne sont pas là. Et comme difficulté de la nuit, on nous agresse, on arrache nos motos, on nous poignarde de part à autre. Monsieur Bissala. Oui, madame. Couverture santé universelle. Pourquoi est-ce qu'on y a pensé si tard? Ou bien il n'est jamais trop tard? Oui, je pense que penser si tard, non. Nous étions avec le Bureau international du travail, on parlait beaucoup de la sécurité sociale. Après, on a parlé de la protection sociale. Oui. Après, donc, il y a des réflexions dans le monde depuis, mais il fallait vite passer à l'étape de la couverture santé universelle parce que la pauvreté gagne de plus en plus le monde. Vous savez, il faut être clair, bon, même si les gens le veulent ou pas. Mais ça existait ailleurs et nous, ça ne nous inspirait pas. Le problème que je pose, c'est que le système capitaliste nous a trompés depuis 1989. Parce qu'on nous avait montré qu'avec le système capitaliste, le monde allait se développer. Mais depuis 1989, on ne voit que la majorité, il y a une minorité qui s'enrichit et l'autre majorité, de plus en plus, devient pauvre. Donc, et surtout que les gens n'arrivaient pas à se soigner. Le minimum qu'il faut pour un être humain, c'était. Donc la réflexion, c'était ça, pour qu'on essaie de voir exactement comment faire pour qu'au moins les gens puissent se soigner. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et là maintenant, nous sommes dans le cadre de la protection sociale et avec la CSU, c'est là. Et bon, peut-être c'est arrivé, mais tout simplement parce que quand on parlait de la protection sociale à l'époque, les gens pensaient seulement que c'est l'affaire des travailleurs. Vous savez, les gens pensaient que c'est l'affaire des travailleurs. Alors que, par exemple, un pays comme le Cameroun, nous n'avons que 10% de la population active qui se retrouve dans le formel. 10%. Oui. Alors que 90% se trouvent dans l'informel. Et le sous-emploi représente 70%. Ce sous-emploi représente 70%. Donc, il fallait faire quelque chose pour ces 90%. Et c'est pourquoi, au niveau de la CNPS, même si, question de présentation, on a parlé de l'assurance volontaire pour essayer de prendre le travail informel. Malheureusement aussi, on est allé très vite et on a voulu répondre à une question politique et on n'est pas parti dans le cadre de la sensibilisation pour mieux sensibiliser les gens. Et voilà donc aujourd'hui que c'est devant un mur. Et ça n'a pas pris. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas une bonne sensibilisation. D'accord. On s'achemine vers la fin de notre entretien. Docteur Meillet, vous aviez un mot qui a marqué votre intervention depuis le début, c'est les risques. Concrètement, est-ce qu'on peut avoir quelques-uns, surtout les plus dangereux? Oui. Un projet ne peut réussir que si nous maîtrisons les risques. Il ne sert à rien de lancer un projet qui va échouer, et surtout que nous le lançons dans un domaine très, très hautement sensible.
la santé. Alors, moi, je vais essayer, je l'ai déjà dit, et puis M. Bissara l'a déjà dit aussi, le premier risque, c'est la mise en place du système. Oui. Cette mise en place du système, il faut maîtriser le système. Et quel modèle nous donnons aux Camerounais? Parce que si nous ne le faisons pas, il y aura un fiasco. Il faut maîtriser la collaboration de ce système avec le système de la CNPS, ça veut dire avec le système de prévoyance sociale. Existant. Il y a un pont là, à ce niveau. Il faut maîtriser. Il y a un risque au niveau du système de communication. Il a déjà dit, si nous communiquons mal, alors là, c'est un chaos. Troisième chose, il y a un risque au niveau des personnes vulnérables. Qui est personne vulnérable? Nous connaissons bien le Camerounais, nous sommes tous Camerounais. D'ici quelques temps, tout le monde va balancer et tout le monde va devenir personne vulnérable. Opportuniste, oui. Ah voilà. Il faut maîtriser aussi le côté informel. C'est là le plus gros dossier. 80% sont dans l'informel. Oui. Est-ce que nous n'allons pas revivre l'assurance maladie, l'assurance volontaire, où on va enrôler des personnes et on va dire, voilà, 2 millions de personnes enrôlées. Malheureusement, ces personnes n'arrivent pas à cotiser et ces personnes ne sont pas prises en charge. Et là, c'est le plus grand risque que nous courons, c'est l'informel. Quant du côté formel, ça va passer. Maintenant, quel autre risque? C'est le risque de la maîtrise des dépenses médicalisées. Alors, est-ce que nous serons capables d'emblée de maîtriser les dépenses? De standardiser les coûts de traitement. Et pour en finir aussi, qu'est-ce qu'on a prévu pour maîtriser la fraude? Nous sommes tous Camerounais. Et corruption, fraude. En voyant tout cet univers, nous disons, notre problème n'est pas de créer une société, de commencer les immatriculations. Ce sont les détails du problème. Il y a du gros problème ailleurs. D'accord. Docteur Meillet, Monsieur Bissala, merci d'être venu. Ne quittez pas, je vais vous proposer de suivre dans quelques instants le supplément de ce jour. C'est le Round-up économique. Regardez. Business persons involved in Kutri, Inadeco, an animation of ceremonies in the central region of Cameroon, are gradually resuming their activities after a hold for sometimes due to the coronavirus pandemic. It is easy now, but for the beginning of the coronavirus, it was so difficult. Before there was days that I could not even work 1,000 or 500, but now there are days that I can make 10,000. 20 or 30. Measures put in place by the government to stop the spread of the coronavirus has made their job easier as they make more profit than before. Le coronavirus n'a pas fini de jouer sa partition, mais néanmoins la phase critique est passée. Les spécialistes qui travaillent dans l'événementiel ont dû appuyer sur pause à la musique et ranger le matériel. Respect de la distanciation physique oblige. On se bat seulement comme ça. Peut-être que c'est en train de revenir déjà parce qu'on voit déjà comment le dos est en train de bouger. Donc on a déjà les promotions quand même. Que les gens nous proposent que la semaine prochaine, ils ont le baptême, c'est cela. Du côté des photographes, cela n'a pas été facile. Il a fallu avoir plusieurs cordes à son arc afin d'affronter avec courage les moments de galère pendant l'arrêt total des activités. En ce moment, les activités, c'est vrai que les activités reprennent déjà un peu leur coût, mais c'était un peu trop compliqué avant. Bon, heureusement qu'il faut souvent avoir plusieurs casquettes. Pendant la période morte, moi qui ai fait dans la santé, je suis génie sanitaire, je travaille avec le corona, avec le cas central sur les gens qui ont le Covid. Depuis l'assouplissement des restrictions dues au coronavirus, l'activité revit tout doucement dans le respect des mesures de distanciation physique. Une reprise qui ravit certainement les adeptes de la fièvre du samedi soir. According to the Wall Street Journal, the countries concerned are China, Saudi Arabia,
the United Arab Emirates, and Azerbaijan. The Middle Kingdom has moved over the last 5 editions of the report from 90th place to 31st. Azerbaijan rose from 80th to 34th place during this report. In last year's report, the United Arab Emirates was ranked 16th best business environments in the world, down to 22nd 5 years ago. Saudi Arabia's ranking has dropped from 49th to 62nd in the past 5 years. None of the African countries is affected by the irregularities. The World Bank has reportedly said that the reports published in October 2017 and October 2019 could have been affected by these data manipulations, and that due to the audit, the report to be published in October 2020 would be delayed. Selon le Wall Street Journal, les pays concernés sont la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Azerbaïdjan. L'Empire du Milieu est passé sur les 5 dernières éditions du rapport de la 90e place à la 31e. L'Azerbaïdjan est passé du 80e au 34e rang au cours de cette période. Dans le rapport de l'année dernière, les Émirats Arabes Unis ont été classés 16e meilleur environnement commercial au monde contre 22e il y a 5 ans. Le classement de l'Arabie Saoudite est passé de la 49e à la 62e place au cours des 5 dernières années. Aucun pays africain n'est concerné par les irrégularités. La Banque mondiale aurait déclaré que les rapports publiés en octobre 2017 et octobre 2019 auraient pu être affectés par ces manipulations de données et qu'en raison de l'audit, le rapport qui devait être publié en octobre 2020 serait retardé. Close to 10,060 heads of oxen. This is the quantity of livestock lost between January and June 2020 by pastoralists in the Adamawa region, located in the northern part of Cameroon. This report, the result of acts of theft perpetrated by both national and foreign delinquents, has just been drawn up by the Association for the Socio-Cultural Development of the Mbororo of Cameroon, Muskuda. According to Muskuda, a group of Mbororos who are a community of nomadic herders scattered throughout Cameroon, the loss of income caused to herders by cattle thefts in the first half of 2020 amount to approximately 265 million CFA francs. Secretary General of the Muskuda Regional Office, Fadamawa, says the 10,600 heads that appear in the report are the cases that were reported in their offices by the owners. The truth is that not all the cases of cattle rustling have been reported, he says. As a reminder, the northern part of Cameroon is a large beef production area in the country pastoralists have long. Le Cameroun a généré plus de 86% de ses revenus d'exportation à partir de 8 produits en 2019. Selon un rapport publié par l'Institut national des statistiques, le premier de ces produits était le pétrole brut qui a fourni 41,8% des recettes d'exportation du pays au cours de la période. Après le pétrole brut, il y a le cacao qui a fourni 12,1% des recettes d'exportation globale. Vient ensuite le gaz naturel liquéfié avec 11% des recettes d'exportation. Le Cameroun a commencé à exporter du gaz naturel liquéfié en 2018 après la mise en service de Ili et Piseyo, la deuxième usine de gaz naturel liquéfié flottante au monde. Le 5e produit était le bois scié 7%, tandis que le bois brut 3,6%, les dérivés du cacao 3,3% et l'aluminium brut 2,4% venaient respectivement 6e, 7e et 8e, selon le rapport de l'Institut national de la statistique. In Cameroon, frozen fish imports dropped by 21.8 billion CFA francs, that is close to 14% in relative terms in 2019. However, according to the National Institute for Statistics, which disclosed the figure, the imports still affected the country's import expenses during the period.
It informs fish imports, which represented 3.4% of Cameroon's import expenses in 2019, was the 7th most imported product during the period, even outranked pharmaceutical, which is represented 3.3% of overall import expenses. Let's note that frozen fish and rice are the main food products massively imported in Cameroon. For instance, in 2017, the country spent close to 1,114.3 billion to import close to 181,678 tons of fish. The same source indicates that 50.6% of the operators involved in frozen fish importation source their products from African markets, which gives 12.9% from Europe and 19.6% from Asia. Merci à Cynthia Boyomo pour avoir préparé le supplément économie ce soir. Mesdames, Messieurs, Twilight du 2 septembre 2020. Point final. Merci de votre attention. CRTV News, ici, toute l'info.